Il s'agit de ce dernier livre que je viens de publier, L'exil vaut le voyage. Si j'en parle naturellement, c'est parce que dans ce livre, je parle de beaucoup de gens, de leur exil. Je parle d'abord du mien, puisque je suis en exil d'une certaine manière depuis 1976, donc depuis près de 45 ans. Mais aussi, il y a d'autres qui sont en exil. Et tous n'ont pas connu le même exil. Pour ma part, arrivé à Montréal en 1976 à 23 ans, l'exil ne pouvait être ce que le dictateur pensait me faire, une punition. J'en ai fait plutôt une récréation. J'avais devant moi l'immense univers, même si j'étais un jeune ouvrier à cette époque-là, même si je vivais dans des chambres crasseuses et lumineuses du centre-ville de Montréal et du quartier latin, même si je me nourrissais de pieds de poulet, même si la vie semblait difficile, mais j'avais les livres, j'avais le vin, j'avais quelque chose que je n'avais pas à Port-au-Prince, qui est la solitude. Et c'est ainsi qu'on forme un écrivain. Et cette joie de vivre, cette joie profonde de vivre, qui n'avait rien à voir avec le projet initial du dictateur. Je voudrais simplement dire que dans cette histoire, je crois que la seule personne que je connaisse proche de moi qui a été une exilée, c'est ma mère, puisqu'elle est restée après le départ de mon père, puis 20 ans plus tard, après le mien. L'exilé pour moi, c'est celui souvent qui reste. Parce qu'il reste dans le même espace. Rien, semble-t-il, n'a changé et pourtant les absents sont très présents dans la mémoire et créent des trous dans cette mémoire difficile à combler. Passons sur mon exil et voyons ce voyage où j'ai visité beaucoup de pays, les poings serrés dans les poches crevées, comme dirait l'ami Rimbaud, invité grâce aux 26 lettres de l'alphabet qui m'ont permis d'écrire des livres et de sortir de l'usine, mais aussi l'exil des autres, l'exil de beaucoup d'autres, celui de Hugo par exemple, qui est revenu avec la République, un exil glorieux d'un grand écrivain qui en a profité pour écrire Les Misérables, Les Châtiments, enfin des œuvres éternelles. L'exil d'un Solzhenitsyn qui avait déjà fait ébranler son pays et le monde entier avec des œuvres extraordinaires, une vie dans la vie de Denisovitch, une journée plutôt, ou encore La Roue Rouge, ou d'autres livres sur le goulag, et qui a pris l'exil, et qui a été le seul, peut-être à un moment donné, à savoir qu'il retournera dans son pays avant sa mort. Donc l'exil avec, au fond du tunnel, la lumière de l'espérance. Mais l'exil très différent aussi de celui de José Lezama Lima, énorme homosexuel au cœur de la révolution, disons, et havanaise, pour ne pas dire cubaine, et la révolution ne savait qu'en faire de ce poète hermétique, et qui ne voulait pas, disons, presque le bonheur du grand nombre, ce qui est faux, et qui écrivait un livre aussi énorme que lui, Paradiso. J'avais l'impression, d'une certaine manière, qu'il s'était glissé à l'intérieur de son roman Paradiso pour échapper à la censure de la révolution castriste. C'est un exil aussi. L'exil, pour passer d'une langue à une autre, celle de Conrad, mais surtout, dans le cas que j'ai regardé, celle de Nabokov, qui écrit en russe et qui, à un moment donné, est devenu un écrivain américain avec Lolita. C'est un exil, l'exil de la langue. Ça doit être quelque chose de perturbant et d'extrêmement jouissif aussi, car tout être humain voudrait devenir quelqu'un d'autre, au moins un jour. Et naturellement, Nabokov l'a fait. L'exil de Mandelstam, qui a écrit un poème contre Staline et qui a dû partir dans les camps et qui en est mort.
C'est terrifiant aussi. Et cet exil de Mandelstam, ce poème qu'il a écrit contre Staline, ressemble beaucoup à celui de Toussaint Louverture. Seulement, Mandelstam est un poète qui parle pour lui-même au reste du monde. Et Toussaint Louverture parle au nom d'un peuple. Toussaint Louverture, vous le verrez tout à l'heure, puisque je lirai sa lettre qu'il a écrite au général Bonaparte, ou plutôt au citoyen consul Bonaparte, le jour même de l'arrivée de l'expédition de l'armée française à Saint-Domingue, venue rétablir l'esclavage. La lettre qui provoqua l'exil du général Toussaint Louverture. 1802, Bonaparte envoie une expédition militaire pour rétablir l'esclavage à Saint-Domingue, la plus riche colonie française. Le général Toussaint lui répond par une lettre qui lui vaudra son exil et sa mort dans le froid au fort de Joux, dans le Jura. Bonaparte et Toussaint sont morts aujourd'hui, mais la lettre de l'ancien esclave est encore là. La voici. Citoyen consul, votre lettre m'a été transmise par le citoyen Leclerc, votre beau-frère, que vous avez nommé capitaine général de cette île, titre qui n'est point reconnu par la Constitution de Saint-Domingue. Le même messager a rendu 2 enfants innocents aux embrassements et à la tendresse de leur père. Mais quelque cher que me soient mes fils, je ne veux point tenir d'obligation à mes ennemis et je les renvoie à leur geôlier. Les forces destinées à faire respecter la souveraineté du peuple français ont aussi effectué une descente. Elles répandent partout le carnage et la dévastation. De quel droit veut-on exterminer par le fer et par le feu un peuple grossier mais innocent? Nous avons osé former une constitution adaptée aux circonstances. Elle contient de bonnes choses, comme vous en convenez vous-même, mais il s'y trouve aussi, dites-vous, des articles contraires à la souveraineté du peuple français. En quoi consiste donc cette souveraineté? Quelle est son étendue? Doit-elle être sans mesure et sans limite? Saint-Domingue, cette colonie qui partie intégrante de la République française, aspire, dit-on, à l'indépendance. Pourquoi non? Les États-Unis d'Amérique ont fait comme nous, et avec l'assistance du gouvernement français, ils ont réussi à consolider leur liberté. Mais répondez-vous, il y a des défauts dans votre constitution. Je le sais. Quelle constitution et quelle institution humaine surtout en est exempte? Néanmoins, je suis persuadé que le système que vous avez adopté pour votre République ne peut garantir d'une manière plus certaine la liberté individuelle ou politique, la liberté de la presse, ni les droits de l'homme. Le poste élevé que j'occupe n'est pas de mon choix. Des circonstances impérieuses m'y ont placé contre mon gré. Je n'ai pas détruit la Constitution que j'avais juré de maintenir. Je vis cette malheureuse île en proie à la fureur des factieux. Ma réputation, ma couleur me donnèrent quelque influence sur le peuple qui l'habite, et je fus presque d'une voix unanime appelé à l'autorité.
J'ai étouffé la sédition, apaisé la révolte, rétabli la tranquillité et j'ai fait succéder le bon ordre à l'anarchie. Enfin, j'ai donné au peuple la paix et une constitution. Citoyens consuls, vos prétentions sont-elles fondées sur des titres plus légitimes? Si le peuple ne jouit pas ici de toute la liberté qu'on trouve sous d'autres gouvernements, il faut en chercher la cause dans sa manière de vivre, dans son ignorance et dans la barbarie inséparable de l'esclavage. Le gouvernement que j'ai établi pouvait seul convenir à des malheureux à peine affranchis du joug oppresseur. Il laisse en plusieurs endroits prise au despotisme, mais nous n'en saurions disconvenir. La Constitution de la France, cette partie la plus éclairée de l'Europe, est-elle tout à fait exempte de ces inconvénients? Si 30 millions de Français trouvent, comme je l'entends dire, leur bonheur et leur sécurité dans la révolution du 18 Brumaire, on ne devrait pas m'envier l'amour et la confiance des pauvres Noirs, mes compatriotes. La postérité décidera si nous avons été obéis par affection, par apathie ou par crainte. Vous offrez la liberté aux Noirs en disant que partout où vous avez été, vous l'avez donné à ceux qui ne l'avaient pas. Je n'ai qu'une connaissance imparfaite des événements qui ont eu lieu récemment en Europe. Mais les rapports qui me sont parvenus ne s'accordent pas avec cette assertion. La liberté dont on peut jouir en France, en Belgique, en Suisse ou dans les républiques bataves, liguriennes et cisalpines ne satisferait jamais le peuple de Saint-Domingue. Nous sommes loin d'ambitionner une pareille indépendance. Vous me demandez si je désire de la considération, des honneurs, des richesses. Oui, sans doute, mais je ne veux point les tenir de vous. Ma considération dépend du respect de mes compatriotes, mes honneurs de leur attachement, ma fortune de leur fidélité. Me parle-t-on de mon agrandissement personnel dans l'espoir de m'engager à trahir la cause que j'ai embrassée? Vous devriez apprendre à juger les autres par vous-même, citoyens consuls. Si le monarque qui sait avoir des droits au trône sur lequel vous êtes assis vous commanderait d'en descendre, que répondriez-vous? La puissance que je possède est tout aussi légitimement acquise que la vôtre. Et la voix unanime du peuple de Saint-Domingue peut seule me forcer à l'abandonner. Elle n'est point cimentée par le sang. Les hommes cruels dont j'ai arrêté les persécutions ont reconnu ma clémence. Si j'ai éloigné de cette île certains esprits turbulents qui cherchaient à entretenir le feu de la guerre civile, leur crime a d'abord été constaté devant un tribunal compétent et enfin avoué par eux-mêmes. Est-il quelqu'un d'entre eux qui puisse dire avoir été condamné sans avoir été entendu? Cependant, ces mêmes hommes vont revenir encore une fois. Ils vont déchaîner de nouveau les assassins de Cuba
pour nous dévorer et ils osent prétendre au nom de chrétiens. Pourquoi vous étonnez-vous de ce que j'ai protégé la religion et le culte du Dieu créateur de toutes choses? Hélas, j'ai toujours honoré et glorifié cet être plein de douceur dont la parole sacrée n'a que depuis peu trouvé grâce auprès de vous. C'est dans son appui que j'ai cherché ma consolation au milieu des périls et jamais je n'ai été trompé dans mes espérances. Je suis, dites-vous, responsable devant lui et devant vous des massacres qui se commettent dans cette île fortunée. J'y consens. Que notre sort dépende de sa justice, qu'il décide entre moi et mes ennemis, entre ceux qui ont violé ses préceptes et adjuré son saint nom, et l'homme qui n'a cessé de l'adorer. Toussaint Louverture, février 1802. Toussaint Louverture est un ancien esclave, si chétif qu'on l'appelait Fatra Bâton. Il s'est entraîné jusqu'à devenir un cavalier émérite. Son parrain, un vieux nègre du Cap, lui a appris à lire et à écrire. Son intelligence aiguë lui a valu de comprendre les enjeux politiques et économiques de la colonie jusqu'à devenir général en chef des armées françaises. Un titre approuvé par Bonaparte. Mais les choses ont changé et Bonaparte a envoyé une armée de 22 000 hommes et 86 vaisseaux de guerre sous la direction du général Leclerc, son beau-frère, le mari de sa sœur Pauline, pour rétablir l'esclavage. Toussaint s'est interposé et il fut arrêté et interné au fort de Joux jusqu'à sa mort le 7 avril 1803. Cette lettre était la dernière passe d'armes entre les deux chefs. Très peu de gens ont parlé à Bonaparte sur ce ton et à cette hauteur. Quand les princes du port gardent en main le sort ami de milliers d'exilés mal du pays, quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville, les musiques dans les cours, les jaseries des commères, les enfants de Carrefour et les vagues de la mer. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer.